Montre et Mystère appuie sur l'accélérateur et zoome sur l'univers de la montre dans la course automobile. Et dans l'inconscient des amoureux des montres de luxe, la plus célèbre des montres est bien évidemment la Daytona de Rolex. Des écuries comme Mercedes ont aussi leur propre montre, comme nous allons le découvrir. Bonjour et bienvenue dans Montre et Mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alexandre, la première Daytona de Rolex date de 1963 et aujourd'hui encore, cette montre inspire les sportifs, surtout dans les sports mécaniques. Pourquoi ? Eh bien, déjà, cette montre-là, la Daytona, elle apparaît à une période absolument extraordinaire qui sont en fait les fins des années 50 et début des années 60. En fait, c'est l'ère de la course automobile, mais la vraie. C'est-à-dire que là, on a des véhicules, des automobiles, des moteurs qui fonctionnent vachement bien et surtout qu'en fait, la concurrence est féroce. On veut gagner. Tu vois, on a l'ère de Ford contre Ferrari, on a l'ère aussi des grandes courses qui apparaissent comme Le Mans, on a Daytona donc en Floride aux États-Unis, on en a partout. Donc voilà, sur des circuits et on a envie de suivre, donc c'est un nouvel engouement. Et pour ce faire, les meilleures montres sont des montres chronographes. Donc, qui vont pouvoir notamment avoir ce qu'on appelle des échelles tachymétriques, qui vont permettre en fait de pouvoir mesurer la distance parcourue par un objet. Donc on connaît sa vitesse. Donc tu vois la voiture qui passe une borne, tu peux savoir si elle fait du 200 km/h, 400 km/h. Donc bien sûr qu'on a envie de savoir qui est la voiture la plus rapide pour gagner. Et à l'époque, ça allait pas si vite, comme la course des 1000 miles qui a commencé en 1927, un peu plus de 1600 km en 24 heures avec une moyenne de moins de 80 km/h à l'époque. Oui, alors les Mille Miglia, donc en Italie, tous ces parcours-là, c'était des parcours en fait qui se faisaient, si tu veux, en fait, adaptés aussi au rythme des moteurs. Donc les moteurs, à un moment donné, ils n'étaient pas forcément fonctionnels. Parfois, ça cassait. Il faut savoir aussi que il fallait mettre aussi des relais. Il n'y avait pas aussi des entraînements. Les pilotes n'étaient pas aussi professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, c'était on va dire un peu des aristocrates du hobby, et là, notamment ce qu'était la course. Donc ils n'étaient pas aujourd'hui suivis avec une écurie, il n'y avait pas une industrie de préparation, il n'y avait pas un athlète, donc c'est pour ça qu'on disait que c'était des héros. Donc tu vois, même il y avait des accidents, ils pouvaient mourir, donc ils jouaient, ils pariaient quoi. Alors on a pu à cette époque-là commencer à compter les kilomètres heure. Qui était en première position ? Alors ça c'est vraiment on va dire le Graal de l'information, c'est Ferrari en fait qui a pu s'imposer à un moment donné, donc avec sa voiture rouge et puis son écusson jaune avec le cheval qui notamment en fait a fait que l'Italie dominait fortement les courses et pour cela en fait ils avaient même leur montre, hein. Donc on voit des Daytona pour les pilotes qui suivent, mais il y a aussi voilà Ford qui cherchait absolument à battre le record des Italiens, c'est-à-dire pour les Américains qui avaient une industrie extraordinaire, se voir battre par les Italiens juste parce que ils travaillaient mieux qu'eux, ça les rendait fous. Donc il fallait pouvoir trouver qui allait être en fait le leader de la voiture. Est-ce que les constructeurs automobiles se sont associés avec des marques d'horlogerie ? Alors, il n'y a pas d'association au proprement parler comme aujourd'hui. Il n'y a pas des partenariats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pilote a besoin d'une montre. Donc, par exemple, on va partir très simplement. En 1957, tu as l'Omega Speedmaster, donc qui est porté par Willy Meiress, qui est un pilote de Formule 1 chez Ferrari. Lui, voilà, notamment, il a fait les 24 heures du Mans. Il est arrivé notamment deuxième en 61. Il arrivera troisième en 67. Il l'a porté simplement parce qu'il fallait une montre pour pouvoir mesurer la vitesse. En fait, il faut comprendre un truc, il regardait pas sa montre, hein. En dehors de savoir est-ce que il allait plus vite au niveau d'un tour, c'est parce que après il y avait entraînement. Donc c'est pour ça qu'il l'a gardé par habitude. Donc il n'y avait pas un partenariat à proprement parler aujourd'hui, il n'y a pas de marketing de la montre. Ensuite, tu vas avoir autre chose. Tu vas avoir le rapprochement entre les marques qui vont chercher toujours à vendre et donc à un moment donné elles vont s'imposer. Et notamment, tu vas avoir en 1962 l'arrivée de la Daytona de Rolex, mais elle n'arrive pas comme ça en fait. Il y a toute une histoire avant. Il faut savoir qu'en fait en 1959, tu vas avoir William Frantz Senior, qui est le fondateur de la NASCAR, donc la National Association for Stock Race Auto Racing, qui décide à un moment donné de faire un circuit avec une piste tri-ovale. Donc un truc complètement novateur, voilà, en Floride. Et l'idée, c'était de courir sur le Daytona 500, donc 500 miles. Donc il faut comprendre que c'est 805 km. Et au début, voilà, on commençait en 62 par 3 heures de course. Puis quand ils ont vu que ça avait un peu court par rapport aux 24 heures du Mans, ils ont dit, bon, désormais en 66, on fait 24 heures.
Donc on commence à avoir donc des voitures qui courent et Daytona va devenir le lieu où va s'exprimer en tout cas une nouvelle collection de Rolex, mais ça va pas être encore le Daytona Cosmograph que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça va être la Daytona Oyster. Et avant, en fait, c'était la Oyster Le Mans. Donc c'est le premier nom, en fait, le premier design qu'on en voit, c'est une Oyster Le Mans, le vrai nom. Cet Oyster Le Mans fonctionne, et finalement ils se rendent compte que bon bah Le Mans, Rolex, c'est pas leur endroit, ils préfèrent au niveau du marché utiliser Daytona, et en fait ils vont développer leur premier chronomètre, voilà qu'ils appellent le Cosmograph. Alors rien à voir pour Cosmograph parce que Cosmograph ça veut dire décrire l'univers, donc ça n'a rien à voir avec les bagnoles. Et en fait, ils l'appellent Cosmograph Daytona, et puis au fur et à mesure, le mot Daytona devient un élément de marque, et c'est comme ça en fait que Rolex devient le partenaire officiel de l'univers automobile avec la Daytona. Alors là, on parle des Américains, soyons un peu chauvins, parlons un peu de la France. Justement, en ce qui concerne les 24 heures du Mans Auto, les montres aussi ont eu leur importance, comme tu le disais. Oui, alors on va avoir d'autres collections qui vont sortir. En fait, tout le monde joue. À un moment donné, tu as eu Leap, tu as eu IEMA. En fait, tout le monde s'était dit à un moment donné, il faut absolument qu'on soit visible. Les courses, c'est l'engouement. Tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui. Tu vas avoir le MMA qui intéresse énormément de personnes, ou toi, le basketball, ainsi de suite, dans ces grands sports. Bon, là, ça rime aussi avec un certain pouvoir d'achat pour l'automobile, donc ça faisait rêver. Et puis même aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui ont, je sais pas, la soixantaine ou la cinquantaine, qui te disent, bah moi mon père, quand il m'emmenait au champ de course, bon bah on avait les montres, ça faisait rêver, et puis il s'achète aujourd'hui ces montres de rêve, donc il y a un côté nostalgique. On va avoir aujourd'hui par exemple Alpine, donc qui est revenu notamment en termes de voitures. Bon bah désormais la collection Alpine revient avec d'autres montres, etc. Donc tu vas avoir Baleine Ross, qui est la montre française là qui a à peu près 20 ans d'histoire. Bon bah ils ont fait un partenariat, tu vois, pour faire un petit clin d'œil en disant bah Cocorico, l'automobile française existe aussi. Alors, il y a l'écurie Mercedes aussi qui a sa propre montre. Oui, alors là, grand partenariat, donc Mercedes AMG, hein, donc qui est dirigé par Toto Wolff, hein, donc pour ceux qui sont fans de Formule 1. Ils ont un partenariat avec IWC, donc International Watch Company. Donc on va voir Hamilton qui a notamment porté des chronomètres, enfin chronographes en tout cas, de chez la maison IWC, avec voilà un aspect carbone. Il joue sur les couleurs, donc voilà, il y a aussi une guerre entre écuries à travers le style de montre. Donc tout le monde se précipite à avoir des partenariats avec des marques très précises. Alors, des montres qui valent cher, très cher, comme la Richard Mille à 300 000 euros de Charles Leclerc. Oui, alors Charles Leclerc, il faut savoir qu'il a intéressé énormément Richard Mille. Richard Mille, en fait, avec notamment son collègue Dominique Guéna, hein, qui est plutôt discret, qui est l'autre partenaire pardon, de la maison Richard Mille, sont fans d'automobile et d'aviation. Donc c'est ce qui a fait l'origine de la maison Richard Mille. Et donc ils sont passionnés de Formule 1, de voiture, donc c'est pour ça qu'on voit très souvent Richard Mille soit être spectateur et dire bonjour voilà, comment dire, aux pilotes dans le paddock ou en tout cas dans les tribunes, voir la marque Richard Mille être sur les Formule 1 et courir elle aussi, parce qu'en fait c'est une montre qui est très dans le côté, on va dire, carbone. C'est l'idée, au fait, ils utilisent aussi des matériaux de Formule 1, pareil, de yacht ou de l'aérospatial, mais en tout cas pour ce qui est de la Formule 1, ils s'intéressent parce que c'est des éléments qui vont être incorporés dans la montre. Et Richard Mille a fait un coup d'éclat extraordinaire, c'est de montrer en fait qu'il peut exister des montres, on va dire, à un autre niveau de prix et à un autre niveau de matière. Et donc avoir donc des pilotes comme Charles Leclerc porter ces montres-là, ça fait une excellente vitrine. Et la preuve, donc il s'est fait voler cette montre-là par un faux fan qui s'est approché. Mais il n'est pas le seul, hein, il y en a eu d'autres aussi qui se sont fait voler. Alors justement, on revient sur cette mauvaise expérience pour le pilote monégasque qui s'est fait arracher sa montre par un faux fan en Italie. C'était tout simple, hein, fin de course, on signe des autographes, on voit la foule, il y a les médias qui arrivent pour demander l'avis sur la course à Charles Leclerc. Puis après, donc il faut signer. Il y a un aspect marketing aussi parce qu'il faut vendre du t-shirt et des casquettes, quoi. Et puis voilà, de faire rêver l'équipe. Et simplement, tu sais, on lui a demandé de faire un selfie et on lui a donné le téléphone. Et pendant qu'en fait il tenait le téléphone, l'autre lui a subtilisé sa Richard Mille édition Charles Leclerc. Donc c'était vraiment c'est pas une n'importe quelle Richard Mille, elle a été faite pour lui. En tout cas, elle portait les couleurs de Ferrari et il s'en est rendu justement que plus tard. Donc voilà, perte absolue.
Alors sur tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure dans Montre et Mystère, ce qui est intéressant, c'est surtout ces montres chronographes. Oui, alors il faut savoir que dans les montres chronographes, donc j'ai parlé tout à l'heure de la Cosmographe qui est le vrai nom hein, emblématique de Rolex pour la Daytona. Il faut savoir qu'en fait, ils sont pas tout seuls, hein. En fait, tu vas avoir une autre marque donc, qui est Tag Heuer. Et à l'époque, tu vas avoir Jack Heuer, qui est donc l'héritier et qui est propriétaire et dirigeant de la maison Tag Heuer, qui décide de créer en fait lui aussi une montre. Et un jour, on lui parle d'une course qui s'appelle la Carrera Panamericana. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est une course qui démarre en 1950 et qui s'est arrêtée en 54. Il n'y a eu que 5 éditions. Pour faire simple, c'est la course la plus dangereuse au monde. Il y a eu 27 morts en 5 éditions. Et voilà, il y a on va dire à peu près une centaine de participants. Et il n'y avait qu'un tiers des gens qui arrivaient à passer la ligne d'arrivée. Donc il a entendu cette histoire-là, ça l'a amusé. Donc il s'est dit un peu comme le film avec James Dean, hein, comment dire, la fureur de vivre. Bah voilà, on avait envie d'avoir un peu ce côté marketing. Donc il va développer une montre qui est développée avec un mouvement Valjoux 72, voire même ce qu'avait la Autavia, donc la automobile aviation, qui était un des premiers modèles, on va dire chronomètre, enfin une fonction chronographe en tout cas pour la maison Tag Heuer en 62. Et ce qui est intéressant, c'est que la Rolex Daytona, donc Cosmographe, et la Tag Heuer d'origine vont partager le même calibre d'origine qui est le Valjoux 72. Donc, tu vois, elles se faisaient concurrence, mais elles avaient le même calibre. Et il faut savoir en fait que la Carrera coûtait à peu près dans les $90, voire un peu plus à la vente, mais derrière Rolex était à $200. Donc, toujours Rolex a toujours voulu avoir une tête d'avance en termes de prix. Est-ce que tu peux expliquer le calibre? Oui, alors le calibre, en fait, il faut comprendre que pour la première fois, on a une fonction en fait où on peut enregistrer une période de temps, donc tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir dans ta montre ce qu'on appelle des poussoirs. Donc tu as la couronne qui est au milieu à 3 heures, qui elle va permettre de régler la montre, donc faire bouger les aiguilles ou de remonter l'énergie de la montre, parce qu'il y a un ressort, vu que c'est mécanique, donc c'est ce qui va permettre après à la montre de bouger à l'intérieur. Et tu vas avoir des boutons poussoirs. Donc voilà, c'est à côté hein, de part et d'autre de cette couronne. Un bouton qui permet de démarrer. Si tu récliques dessus, ça stoppe. Si tu réappuies dessus, ça redémarre. Et un autre bouton qui permet de réinitialiser à zéro. Donc ça permettait d'avoir une précision pour chronométrer en fait, la vitesse d'une voiture. Et puis en fait, ça donnait aussi une option simplement de waouh, c'était la montre pour la vitesse. Donc on pouvait faire quelque chose ensemble. Montre et Mystère avec les courses automobiles, est-ce qu'il y a encore une chose à savoir absolument, cher Alexandre Bouchard? Oui, c'est qu'en fait, même aujourd'hui, on parle de vitesse, de chronographe. Aujourd'hui, on fait même n'importe quoi. On peut mettre des tourbillons dans des montres qui sont une typologie de la course automobile. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir en fait qu'il y a eu un nouvel engouement parce que si tu veux tout ce style-là, ambiance, on va dire Paul Newman avec ses yeux bleus qui était dans la course des années 60, voire même le film comme on a pu le voir, Le Mans 66, Ford contre Ferrari. En fait, ça a été une période de vie qui avait un peu disparu, tu vois, ça a été un peu changé. Il y a eu la conquête spatiale qui a aussi un peu effacé cet univers-là. Et d'avoir en fait une personne comme Richard Mille qui a remis en avant l'idée que désormais on pouvait avoir du défi, du challenge dans la course, ça a permis de redonner, on va dire, une montre qui s'est remélangée avec la Formule 1. Donc désormais il y a un engouement. Désormais Richard Mille est connu comme la montre de course par excellence. Et quand tu as eu Max Verstappen qui a fait une sortie de course dans ses débuts, je crois que c'était en 2017 ou 2018, il est sorti à 300 km/h dans un virage, et bien il lui est rien arrivé, il était en bonne santé, donc tout le monde était content, mais la Richard Mille était en excellent état, et donc ça, ils étaient très très contents, et tout le monde a compris qu'en fait, la Richard Mille, c'était une montre faite pour la course. La démonstration par l'exemple, on peut pas mieux faire. Alors après cet épisode sur les montres dans la course automobile, Montre et Mystère rentre au paddock. La prochaine fois, nous vous parlerons des montres historiques d'exception, de celles du dernier empereur de Chine, vendues aux enchères à plus de 5 millions de dollars, à la Blancpain des années 30 de Marilyn Monroe. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Alors à très bientôt et prenez soin de vous.